C'est le BACN. Ok. Il est constitué des atomes de carbone. Il a 48 atomes. Ok. Il est constitué des atomes de carbone, des atomes d'hydrogène et des atomes d'azote. D'accord. Après l'étude du matériau à l'état pur, On le dope. avec des méthodes de simulation atomistique, nous sommes passés au dopage. Oui. Nous avons commencé par des dopants monoatomiques. D'accord. Par des dopants monoatomiques. Et après quelques tests, nous sommes rendus compte que le potassium modifie la nature photophysique du matériau. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle production de la chaîne YouTube Science High Tech qui, comme vous le savez déjà, diffuse et promeut la recherche scientifique camerounaise ainsi que les chercheurs. Pour cette nouvelle vidéo de l'émission Innovation et Publication, nous recevons ici M. Bissi Nyandou Ferdinand Pierre qui est chercheur doctorant au département de physique à l'université de Yaoundé 1 et qui a publié 2 articles récemment dont nous allons parler ce jour. M. Ferdinand, bonjour. Bonjour, docteur Ndokmoragé. Merci bien d'avoir accepté de venir sur notre plateau partager vos travaux de recherche. Le plaisir est partagé, c'est un honneur, merci. Dans vos travaux de recherche, vous parlez des LED et plus précisément des OLED. Est-ce possible de nous définir ces deux notions? Alors, déjà une LED pour Light Emitting Diode et OLED pour Organic Light Emitting Diode sont des dispositifs électroniques qui fonctionnent sous un principe physique largement connu, à savoir l'électroluminescence. Donc, l'électroluminescence, c'est la conversion de l'électricité en lumière. Donc, ça veut dire qu'une LED ou une OLED est un dispositif qui émet de la lumière au passage d'un courant électrique. Donc, la différence entre les deux types de dispositifs est la nature ou alors le type de matériaux utilisés. Les LED sont principalement conçus et fabriqués à base des matériaux inorganiques, des semi-conducteurs plus précisément, et les OLED sont conçus et fabriqués à base des semi-conducteurs organiques qui doivent nécessairement être des matériaux pi-conjugués. C'est ce phénomène de conjugaison, j'entends ici par conjugaison l'alternance des simples et doubles liaisons, qui va favoriser, n'est-ce pas, les processus photophysiques. Et qu'est-ce que ces OLED viennent remplacer au quotidien? C'est-à-dire, comme on dit souvent la question, il y avait quoi avant? Déjà, sur le plan de l'éclairage, je vais commencer par là. Les OLED viennent remplacer les sources d'éclairage traditionnelles, à savoir les lampes à incandescence, qui sont encore largement utilisées dans certaines localités aujourd'hui, et les lampes à gaz, les lampes à néon, qui sont des sources. Ces deux sources souffrent des problèmes de consommation. Elles sont beaucoup trop énergivores et l'efficacité lumineuse également n'est pas bonne. Les problèmes de pollution environnementale, les problèmes de chaleur, elles dégagent excessivement de chaleur, et aussi on peut parler d'éblouissance. D'accord. La lumière émise est trop éblouissante. Okay. Elle n'est pas filtrée, elle n'est pas commode à ce que l'être humain est capable de supporter longtemps. Exactement. D'un point de vue, d'un autre aspect aussi, on peut parler de l'affichage, parce qu'il faut noter que les OLED ne sont pas seulement utilisées comme source d'éclairage, elles sont aussi utilisées pour la conception des écrans. Donc, et dans le domaine de l'affichage, elles viennent remplacer les écrans à cristaux liquides et les écrans plasma, qui sont aussi des dispositifs beaucoup trop énergivores. Un écran OLED, par exemple, sera beaucoup moins énergivore. Et vu que l'OLED est fait à base des matériaux organiques, donc on peut polymériser, ça fait en sorte qu'on peut avoir des écrans de très grande taille, des écrans flexibles, légers. Donc ça peut permettre d'améliorer l'angle de vision. Maintenant, concernant ces OLED, à quel type vous intéressez-vous précisément dans vos travaux de recherche? J'imagine qu'il y en a plusieurs. Exactement. Donc déjà, il faut noter qu'une OLED, c'est un empilement de couches organiques prises en sandwich entre deux électrodes. Donc parmi ces couches, on distingue les couches d'injection, les couches de transport, les couches de blocage, des porteurs de charge bien entendu, et là où les couches d'émission. Alors, selon la nature photophysique, les processus internes et la disposition des états excités, on distingue aujourd'hui 5 générations d'OLED, à savoir
Les OLED de première génération faits à base d'émetteurs fluorescents. Les OLED de seconde génération faits à base d'émetteurs phosphorescents. Oui. Les OLED de troisième génération faits à base de matériaux qui émettent par fluorescents retardés activés thermiquement. On les appelle les TADF pour faire court. Les OLED à base des matériaux hyper fluorescents qui sont en fait une combinaison, qui sont en fait à base des émetteurs fluorescents et TADF. Et enfin, on a les OLED à base des émetteurs qui présentent une inversion des états singulaires et triplets. Donc, les trois dernières générations sont les générations les plus efficaces. Donc, une première partie de nos travaux repose donc sur la conception de nouveaux émetteurs pouvant être utilisés dans les OLED des trois dernières générations. D'accord. Bon, maintenant, les OLED que vous avez utilisés, est-ce qu'il y avait des travaux qui ont attiré votre attention pour que vous puissiez les repérer? C'est-à-dire l'article que vous avez utilisé pour mener à bien vos recherches. Quel est le type d'OLED qu'il y avait dans cet article-là? C'était des travaux des chercheurs d'où en fait dans le monde? Le matériau sur lequel nous travaillons est un matériau qui a été synthétisé là, en 2021 par une équipe chinoise. Et ils ont fait une étude préalable, une étude expérimentale. Et les résultats reportés ont montré que cet émetteur est un très bon candidat de par ses propriétés semi-conductrices et du transport. Cet émetteur est un très bon candidat pour une émission lumineuse efficace. Ils ont par ailleurs conçu une OLED à base de cet émetteur. Expérimentalement? Oui, expérimentalement. Sauf que le caractère fluorescent de l'émetteur fait en sorte qu'il ne peut qu'être utilisé pour les OLED de première génération, qui sont les OLED les moins efficaces. Derrière, le rendement qu'ils ont reporté est autour de 5%. Ah, et j'imagine que c'est de là maintenant que venait le questionnement de vos travaux de recherche. Exactement. Parce que 5% signifie qu'il y a eu beaucoup trop de pertes. C'est-à-dire qu'il y a eu un pourcentage assez élevé de désexcitation non radiative. D'accord. Donc, nous, on vient donc dans l'idée, dans l'optique d'améliorer ou alors de minimiser ces pertes-là pour pouvoir augmenter le rendement. Et pour minimiser les pertes, il faut naturellement changer la nature photophysique du matériau. Par rapport à ces travaux de recherche que vous avez vus des chercheurs chinois, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que le public camerounais pourrait retenir en termes de contribution sur ce type d'OLED qui a été produit par des Chinois du point de vue expérimental? Dans un premier temps, nous avons fait une étude sur le matériau pur pour évaluer ses propriétés intrinsèques. Et pur là, ça veut dire tel qu'il était conçu par les chercheurs chinois? Tel qu'il a été synthétisé. Par les chercheurs chinois? Exactement. Okay. À l'issue de cette étude, on s'est rendu compte qu'il est effectivement fluorescent. Donc, il ne peut qu'être utilisé pour les OLED de première génération, ce qui limite déjà l'efficacité. Et l'étude nous a également permis de localiser les sites potentiels pour les différents dopages que nous avons envisagés. Le dopage, c'est quoi déjà le dopage? Donc ici, le dopage, c'est l'apport d'un élément étranger. Comme une sorte d'impureté. Exactement. D'accord. Donc, et il faut rappeler que ici, nous faisons des dopages par substitution. Donc, notre premier papier était donc basé sur l'étude du matériau pur. Nous avons évalué les propriétés intrinsèques pour savoir qu'est-ce que nous devons améliorer et où est-ce qu'on doit apporter nos dopants. C'est-à-dire les impuretés. Oui, les impuretés. Et les propriétés sont lesquelles déjà? Et je vais citer les principales propriétés. On a les propriétés électroniques, du transport, les propriétés d'absorption et d'émission. Et surtout, d'émission. D'accord. Alors, on a fait une étude globale. Nous nous sommes rendus compte qu'il émet dans l'ultraviolet. Et pour une application dans le visible, l'ultraviolet n'est pas bon. Et il est effectivement fluorescent. Donc, il ne peut qu'être utilisé dans les OLED de première génération. Alors, l'étude du matériau intrinsèque nous a également permis de localiser les sites potentiels de dopage. Donc, une fois ces sites localisés, nous sommes passés au dopage où nous avons fait quelques tests. C'est-à-dire que le matériau, comment il s'appelle déjà et quels sont les atomes naturellement qui les constituent? Le matériau, je vais donner l'abréviation, c'est le BACN. Il est constitué des atomes de carbone. Il a 48 atomes. Il est constitué des atomes de carbone, des atomes d'hydrogène et des atomes d'azote. D'accord. Après l'étude du matériau à l'état pur,
On le dope. avec des méthodes de simulation atomistique. Mhm. Nous sommes passés au dopage. Oui, Nous avons commencé par des dopages monoatomiques. d'accord. Par des dopants monoatomiques. Et après quelques tests, nous sommes rendus compte que le potassium modifie la nature photophysique du matériau. Ah, c'est-à-dire que c'est l'élément là qui a donné en fait plus de subtilité, plus de résultats concluants dans les différents dopages que vous avez réalisés. Oui, D'accord. le dopage monoatomique. Ok, monoatomique. Et là, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet au matériau de passer. À la base, le matériau, puis il est fluorescent. D'accord. Donc, lorsqu'on lui a ajouté un potassium, on a observé une inversion des états excités, plus précisément des états singuliers. D'accord. Donc là, il passe d'une nature fluorescente à un matériau à gap singulaire triplé inversé. Et les matériaux à gap singulaire triplé inversé ne sont pas utilisés pour les OLED de première génération, mais plutôt pour les OLED de cinquième génération. De cinquième génération. Qui à ce jour sont considérés comme des OLED très efficaces. D'accord. Et qui sont de rendement énergétique. Sauf que actuellement, elles ne sont pas encore assez maîtrisées, les OLED de cinquième génération. C'est ça qui fait la nouveauté de la recherche. Il y a des articles publiés, mais pas assez comme les articles sur les autres. C'est à ça que vise en fait le monde industriel à l'avenir. Exactement. De pouvoir produire ce type d'OLED-là qui sera plus efficace à l'avenir. Exactement. Bien, maintenant, on va essayer de parler d'une manière un peu futuriste. Est-ce que vous croyez que c'est possible pour l'État camerounais de mettre sur pied des industries capables de fabriquer ces OLED qui naturellement sont déjà utilisés dans des industries internationales et qui d'ailleurs envahissent nos différents marchés avec la télévision et beaucoup d'autres applications. Est-ce que vous pensez que c'est possible pour le Cameroun aussi de se lancer dans cette industrie-là pour favoriser l'import substitution ou alors c'est trop coûteux? Bon, si déjà d'autres pays le font, comme la Chine, à ce jour, la technologie OLED fait partie des technologies les plus étudiées en laboratoire, et pas seulement en Chine et dans bien d'autres pays. Donc, si ces autres pays le font déjà, je pense que si l'État camerounais se donne assez de moyens, il est possible de concevoir, en commençant par la synthèse déjà des matériaux, il est possible de concevoir ces dispositifs. Déjà que si on parvient à les concevoir, ça sera très économique parce que ça va éviter ce problème d'import que vous avez mentionné tout à l'heure. Tout à fait. Il faut noter que les télévisions OLED sont déjà vendues, ça se vend déjà. Oui. Les télévisions OLED se vendent déjà, notamment celles produites par LG et Sony qui se vendent déjà. Tout à fait. Et ces téléviseurs, ces écrans ont de nombreux avantages. J'ai mentionné tout à l'heure, on peut avoir des écrans de très grande taille, des écrans assez légers, des écrans souples, flexibles. On peut donner n'importe quelle forme. Ça fait en sorte que l'angle de vision même sera nettement. D'accord. Ce qui est extrêmement important pour pouvoir servir le pays en termes de technologie. Nous vous remercions une fois de plus, M. Bissiniando Ferdinand Pierre, d'être venu aujourd'hui. Et nous vous rappelons que si vous voulez retrouver ces travaux, il suffit tout simplement de taper son nom qui s'affiche en bas de l'écran sur Google ou sur Google Scholar. Vous aurez accès à ces travaux. Et si vous voulez avoir la version PDF, vous pouvez lui écrire tout simplement sur son adresse mail qui s'affiche aussi en bas de l'écran naturellement. Alors, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. Nous vous invitons à partager massivement cette vidéo pour que cela puisse toucher un bon nombre de chercheurs camerounais et même de passionnés de sciences. Allez, ciao!